état d'urgence, assigné à résistance. Tel est notre état d'urgence, assigné à résistance. Tel est notre état d'urgence. Voilà monsieur le président qui voulait entrer dans l'histoire. Pour lui rien n'est plus important que son nombril et son miroir. Son ennemi sans visage le remercie infiniment. Alors, Jean-Jacques, tu dis, c'est des perspectives lointaines, il faut plutôt se battre sur quelque chose de concret comme le CETA. C'est exactement un des trois exemples que j'ai donnés. Il faut mener nos batailles sur des choses concrètes, tangibles, visibles pour les gens, mais dans cette bataille, aider nos concitoyens à dépasser le simple fait sur lequel on les rassemble pour faire comprendre dans quoi ça s'inscrit. Sinon, on aura une bataille limitée sur le CETA, gagnée ou perdue. Surtout si elle est perdue, on se conforte dans l'idée que rien n'est possible, etc. On n'a rien gagné. Donc oui, menons la bataille sur le CETA. 2, disons en même temps que s'ils peuvent agir sur le Parlement national, c'est parce qu'ils ont arraché par leur mobilisation antérieure le changement radical de position imposé à la Commission européenne, sans lequel il n'y aurait plus eu de ratification parlementaire nationale, puisque tout aurait été réglé au niveau du Parlement européen et du Conseil des ministres européens. Et 3, disons, et cette affaire du CETA n'est qu'un élément d'une grande bataille beaucoup plus large et qui doit nous conduire à nous mobiliser pour changer plus profondément l'Union européenne que simplement le CETA. Il faut réellement en permanence articuler le concret et la globalité. Je pense que c'est comme nous avons fait en 2005. Petit détail, en 2005, Attac a fait un bon travail, mais le Parti communiste a été, et de loin, le premier et le principal acteur de la mobilisation et de la sensibilisation, et je suis bien placé pour le savoir, puisque j'ai commencé la bataille le 3 septembre 2003, pile le jour où Giscard d'Estaing a présenté le projet de constitution, puisque c'est lui qui présidait la convention qui a réalisé le projet, au Parlement européen. C'était le 3 septembre 2003, presque 2 ans avant le référendum. Et nous avons lancé dans la semaine qui a suivi le premier 4 pages de l'Humanité, reprenant les principaux passages cachés dans la présentation officielle de sa constitution, et on l'a appelé la face cachée du traité Giscard. Ça a été diffusé à plusieurs millions d'exemplaires. Et c'est sur cette base que dès 2003, on a commencé les premiers débats qui ont pris ensuite de l'ampleur et de l'ampleur et de l'ampleur jusqu'à devenir absolument extraordinaires, avec des salles jusqu'à 800 personnes. Et dans la France entière, je pense que chaque famille a parlé de ce référendum, ce qui est absolument sans équivalent dans le reste de l'Europe. Donc, oui, il faut absolument rassembler à partir de choses concrètes qui sont immédiatement visibles pour les gens. Il faut valoriser ce qu'ils obtiennent sans le savoir, en disant évidemment que c'est partiel et qu'il faut aller beaucoup plus loin, je vais y revenir, mais l'appétit vient en mangeant. Il faut montrer que ça sert à quelque chose de s'intéresser à ça, de se mobiliser, de faire valoir autour de soi des arguments qu'on a compris, des expériences qu'on a vécues, et articuler ces aspects particuliers à la dimension plus générale de la construction européenne. Et dans ce cas-là, à mon avis, on fait exactement ce qu'il faut faire pour débloquer
la situation actuelle. Ensuite, est-ce qu'on peut mener une politique de gauche à l'intérieur de l'Union européenne? C'est un combat. Si on pouvait mener une politique de gauche sans qu'il manque un bouton de guêtre et sans toucher à l'Europe, je ne sais pas pourquoi je vous embêterais ce soir. Donc, oui, si on veut mener une politique de gauche en France, il faut mener le combat pour changer l'Europe. Est-ce que ça passe, par exemple, par des ruptures, par exemple le refus de soumettre à la Commission le projet de budget pour l'année prochaine? Ça pourrait être un exemple, effectivement. C'est vous qui m'avez posé la question? Non, c'est Dominique là-bas, vers le fond. Ah, excusez-moi, j'ai confondu. Oui, ça peut être un exemple. Il faudra trouver, effectivement, des moments qui parlent à l'opinion publique, aux gens, aux concitoyens, de rupture pour montrer qu'on ne va pas se couler dans le moule tranquillement en faisant comme si de rien n'était. Il faut évidemment le faire avec intelligence politique. Il faut le faire sur des sujets rassembleurs. Il faut le faire sur des sujets compréhensibles. Il faut le faire sur des sujets, en quelque sorte, dont on ait des retombées positives. Il faut faire de la politique. Hein. Et il faut le faire, ça j'y tiens vraiment à dire ça, il faut le faire d'une manière qui ne caresse pas dans le sens du poil de mauvaises idées. Prendre des formules ambiguës qui plaisent un peu à l'extrême droite, qui pourraient, ouais, c'est populiste, anti-européen, etc. Je pense que c'est rendre un très 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 mauvais service au peuple en général et au peuple de gauche en particulier. Il faut gagner les consciences sur une base progressiste, démocratique, solidaire, généreuse, et pas le contraire. Et je vais être très franc, je pense à un certain nombre de remarques successives faites par Jean-Luc Mélenchon, et que je désapprouve formellement. Quand il a sorti le livre sur le hareng de Bismarck, qui est un pamphlet anti-allemand, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas en étant anti-allemand qu'on va favoriser l'esprit de coopération avec le peuple allemand. Qu'on dise on est contre Merkel, contre Schäuble, pas de problème, on l'a, je le dis X fois. Caresser dans le sens du poil un certain anti-germanisme ambiant, c'est pas rendre service à la cause. Premièrement. Deuxièmement, il a dit plus récemment que Margaret Thatcher avait finalement utilisé une bonne formule en disant « I want my money back ». Je veux mon argent, je reviens de mon argent. En disant on n'a pas les moyens de payer des routes aux Roumains. Avec cet argent, ces 6 milliards qu'on donne à l'Europe, on pourrait baisser notre déficit public pour qu'il soit en dessous des 3%. Je pense que c'est indigne de la gauche, je le dis franchement. C'est pas comme ça. On peut gagner des voix, mais en perdant des consciences. Et je pense que c'est pas ça qu'il faut faire. Et dire je suis indépendantiste français et je n'ai rien à voir avec le Front National et les nationalistes, mais ces forces, bon, je ne sais plus exactement la formule, mais l'idée c'est rame pour moi en créant un cadre culturel qui valorise mes idées. Je dirais même, profondément choqué. Profondément choqué. Donc c'est pas ça que je propose du tout, que ce soit bien clair. Quand je dis rassembler largement, c'est rassembler largement sur la base d'idées de gauche, progressistes, coopératives, solidaires, généreuses. Parce que le reste vient tout seul.
Mais on ne sait pas toujours où ça commence, mais on sait malheureusement où ça peut finir. Donc, pas ça. Flora. Ça, créer les États-Unis d'Europe, l'expression a été tellement utilisée par des gens tellement différents. De Churchill à Victor Hugo à Churchill. Or, ils n'ont rien en commun, ils sont plutôt opposés. Vous voyez, donc la formule demande à être précisée. En revanche, le contenu que vous donnez, entièrement d'accord. Oui, unifier le droit social, mais pas vers le bas, vers le haut. Harmoniser l'impôt sur les sociétés, pas par le bas, mais vers le haut. Tout ce qui va dans ce sens-là, évidemment. Évidemment. L'expression, ça c'est un titre personnel, c'est un peu une expression valise. Hein. Chacun y met ce qu'il veut, donc je préfère des formules qui soient plus explicites et qui ne soient pas récupérables. Mais je vois très bien ce que vous voulez dire par là, et là-dessus je suis évidemment complètement d'accord. Notre ami grec, c'est une très intéressante expérience que vous nous avez relatée. Je connais ça. J'ai vu malheureusement cette carence de culture syndicale de cette nouvelle élite, entre guillemets, des pays d'Europe centrale. C'est très malheureux et c'est instrumentalisé par les dirigeants européens. Quand j'ai dirigeants européens, c'est les dirigeants français, italiens, espagnols, etc. Tous ceux qui n'aiment pas les syndicats, qui voudraient rêver d'une société où ces empêcheurs de tourner en rond n'existeraient plus, ils sont utilisés pour ça. Et quand je disais tout à l'heure qu'il faut une Europe, à mon avis, à géométrie choisie, mais avec des choix cohérents, c'est exactement à ça que je pensais, vous me donnez l'occasion de le dire. On ne peut pas demander la solidarité en un sens et pas dans l'autre. Par exemple, la Pologne touche, dans le budget prévisionnel actuel qui est sur 7 ans, il y a un budget prévisionnel sur 7 ans et ensuite chaque année un budget normal en Europe. Donc le budget prévisionnel actuel, c'est budget pluriannuel actuel, c'est 2014-2020 et on est en train de négocier le prochain qui sera 2021-2027. Dans l'enveloppe actuelle, sur les 7 ans en cours, la Pologne aura touché 82 milliards d'euros de fonds structurels. Elle ne peut pas dire, si elle accepte ça, elle ne peut pas dire les autres, je m'en fous. Sinon, on va leur dire, il faut leur dire, mais c'est ce que je dis, il faut leur dire avant. Il faut que tout soit sur la table. Il faut dire, nous sommes d'accord, contrairement à ce que dit Mélenchon ou Thatcher, nous sommes d'accord pour une péréquation financière. Nous trouvons normal que dans une union européenne, digne de ce nom, les plus riches payent plus que les pauvres. Mais c'est une solidarité, et chaque solidarité est à double sens. Donc, il faut que vous intégriez dans votre démarche la solidarité. Et par exemple, vous ne pouvez pas dire les Grecs, parce qu'ils ont une position géographique donnée, recueillent tous les réfugiés et qu'ils se démerdent. C'est pas possible. Parce que les gens qui viennent, ces malheureux qui risquent leur vie qui viennent, ils ne viennent pas pour vivre en Grèce. Ils viennent pour vivre en Europe. Les uns en Grèce, les autres en Allemagne, les autres en Bretagne, certains en Pologne. Dire tout ça ne nous concerne pas, mais dans ce cas-là, il faut leur dire, ça veut dire que vous ne nous concernez pas non plus. Et c'est pas ce qu'on veut. Mais c'est des choix cohérents. De même, par exemple, j'en ai discuté avec des syndicalistes d'EDF. Je dis, géométrie choisie, par exemple, si une majorité de Français, ce que je crois, optaient pour, si on leur explique de quoi il s'agit, pour que les services publics
puissent redevenir des entreprises publiques de services publics, qui n'ont que ça en tête. Ils n'ont pas la compétitivité en tête parce qu'ils n'ont pas à compter avec la concurrence, etc. Mais il faut être cohérent. Ça veut dire que EDF ne participera pas aux appels d'offres européens pour faire par ailleurs la pige aux autres. Ça, ce ne serait pas défendable. Il faut être cohérent. Si on veut un vrai service public, dans ce cas-là, il ne fait pas du business, il fait du service public. Et il coopère avec d'autres services publics d'autres pays. Ça, c'est autre chose. Mais pas du marché. C'est ou le marché ou le service public, pas les deux. Et ils m'ont dit, on est tout à fait d'accord. Mais voilà des débats qu'il faut avoir. C'est pas démagogique, puisqu'on dit, y compris, il y a des choses peut-être qui vous arrangent ponctuellement, par exemple la RATP voudrait, et je comprends, et je soutiens, rester un service public. Et or, les traités européens prévoient que les nouvelles lignes, j'imagine que c'est avec le Grand Paris, etc., les nouvelles lignes soient ouvertes à la concurrence. Appel d'offres. Et moi, j'aurais dit, moi je suis pour qu'on se batte pour dire c'est un service public, ça doit rester un service public. Mais ça veut dire que vous ne pourrez pas répondre à des appels d'offres pour construire un métro à Copenhague. Si l'État ou la société publique, si elle existe, des transports publics du Danemark décide de travailler avec vous pour connaître votre expérience, ça c'est autre chose. Mais pas de business. Et ils sont d'accord. Donc, il faut montrer que c'est pas, on ne dit pas simplement tout ce qui fait plaisir aux gens. On a une démarche cohérente qui est à l'opposé de la priorité au marché. C'est la priorité à la promotion des capacités humaines, à la défense des ressources naturelles, à la solidarité, etc. Bon. Ensuite, Jean, oui, on a nos propres problèmes en France, notamment par exemple l'inégalité entre les hommes et les femmes pour les salaires. Évidemment, complètement d'accord. Nous, on a parlé ce soir de la politique vis-à-vis de l'Europe. Ça ne nous dispense en rien de la politique qu'on a à mener en France. C'est intimement lié. D'autant plus, et il faut s'en souvenir toujours, que si la politique européenne est ce qu'elle est, la classe dirigeante française y est pour beaucoup. Elle influe plus, cette classe dirigeante, pas seulement dans le passé, même actuellement, que les Polonais, les Tchèques ou les Roumains, hein, à qui on envoie souvent... le poids spécifique de la classe dirigeante française reste considérable dans la définition de la politique européenne. Donc, évidemment, politique française, politique européenne, ça s'articule et ça doit aller dans le même sens. Enfin, les éléments fédérateurs. Le climat, il y a des divergences avec certains pays, je dois dire quand même, peu de pays. Effectivement, la Pologne en tout premier plan, mais quand je dis fédérateur, ce n'est pas l'unanimisme. Je redis, géométrie choisie. Si un pays estime qu'il n'a rien à faire du climat, il faut qu'il sache que ça entraîne d'autres aspects de la part des autres pays. Parce que c'est considéré comme un enjeu, pas seulement européen, planétaire, c'est considéré comme cela à l'ONU, c'est vraiment quelque chose d'établi. Si on veut se soustraire à la Trump, se soustraire à une responsabilité comme celle-là, on doit en subir les conséquences. Ça veut dire que dans d'autres domaines, il faudra considérer que ce pays qui ne participe pas à cette bataille-là ne fait pas partie de nos partenaires privilégiés. Ça, faut que ce soit clairement sur la table. Parce que c'est un refus de prendre ses responsabilités par rapport à un problème reconnu comme incontournable
aujourd'hui. Sur la défense, je n'ai pas très bien compris en quoi c'est pas fédérateur. C'est sûr que c'est pas fédérateur. Il y a des pays comme la France ou comme la Grande-Bretagne qui estiment que l'intervention militaire, c'est le top du top pour être une puissance. Et il y en a fort heureusement d'autres qui estiment que non. J'ai lu l'autre jour un article d'un grand diplomate français qui a été longtemps le directeur aux Nations Unies des opérations de maintien de la paix, qui a dit, M. Guéhenno, qui a dit, le titre de son entretien, c'est « Moins d'opérations militaires, plus de diplomatie ». J'applaudis. Je pense que là, si la question se posait telle que je l'ai suggéré, que voulons-nous faire ensemble, personnellement, je serais pour dire il faut tirer les leçons des expériences de toutes les grandes interventions militaires de la dernière période. Il n'y en a pratiquement pas une qui ait conduit à une solution positive du problème concerné. Donc, je pense qu'il faut aller vers une démilitarisation des relations internationales et pas une surmilitarisation des relations internationales, et qu'il y a en revanche du côté de la prévention des conflits, du côté de des initiatives diplomatiques, un grand retard de l'Union européenne sur ses véritables responsabilités. Ça, c'est un débat à mener. Je pense qu'en France, on ne le mène pas. On estime que c'est normal, on est une puissance nucléaire, donc il faut garder son rang. Vous voyez, Hollande, quand il était en Afrique, il était fier de représenter une grande puissance. Je suis en désaccord total. Alors, tout le monde n'est pas de cet avis, mais je pense que c'est un vrai débat à mener, et que là aussi, tout le monde ne sera pas sur le même plan. Je pense qu'une majorité de pays européens sur ce plan serait d'accord avec ce que je viens de dire. Et mon propre pays, enfin, ses gouvernants actuels, malheureusement, non. C'est pas parce que mon gouvernement est de cet avis que je me rangerai derrière lui. Donc ça fait partie du débat. Voilà, si j'ai oublié, On a répondu à ces questions. Donc maintenant la deuxième série de questions. Bien. Le ressenti sur le fait qu'on n'ait pas été à la hauteur pour faire vivre la solidarité avec le peuple grec. Je pense que c'est un constat qu'il faut faire à l'échelle de toute l'Europe. Pas seulement les partis les authentiques partis de gauche, dont nous-mêmes, nous avons essayé réellement de faire vivre une solidarité avec le peuple grec. Je vous rappelle que nous avions choisi, pas par hasard, Alexis Tsipras comme candidat à la présidence de la Commission pour que dans toute l'Europe, pendant la campagne électorale, on parle de lui et que ça valorise les choses. On a tenu des réunions du Parti de la gauche européenne à Athènes. On a pris des initiatives, sans doute plus que la moyenne, mais on a organisé, enfin bon bref. Mais je pense qu'il est vrai que globalement, et l'expérience du marché d'Orsay dont on a parlé est une très bonne illustration, une illustration très pertinente de ce problème. Ces initiatives n'ont absolument pas débouché ni chez nous ni ailleurs sur la mobilisation du niveau requis pour aider réellement les Grecs à contrer le rapport de force qui leur était très défavorable. Je ne pense pas que ce soit un manque de sympathie
opinions publiques à l'état des Grecs, à l'intention des Grecs. Je pense qu'il y avait un très fort mouvement de sympathie, mais la solidarité, c'est autre chose. Il aurait fallu que la conscience existe, que si les Grecs se font battre, c'est nous qui nous faisons battre avec eux, ce qui était le cas. Si l'Union européenne, et notamment le ministre des Finances allemand, M. Schäuble, porte une responsabilité personnelle très lourde, si ces gens-là ont à ce point voulu asphyxier cette expérience, c'est parce qu'ils craignaient, comme la peste, la contagion. C'est-à-dire que, pour la première fois, ce n'est pas simplement un peuple qui se révoltait, c'est un gouvernement démocratiquement élu qui proposait, pas la révolution, qui proposait la fin de la super-austérité et la fin de l'humiliation. En gros, c'est ça qu'il demandait. C'était pas... Mais c'était une ouverture extrêmement critique qui contestait des règles essentielles de l'Union européenne. Or, la Grèce était le pays le plus mal placé pour gagner cette bataille. D'abord, c'est un petit pays au sens PIB, pour raisonner comme les classes dirigeantes. Et deuxièmement, il était surendetté. C'est-à-dire qu'on pouvait, par un chantage financier, comme ça a été fait, fermer le robinet et l'amener à céder. Le minimum aurait été qu'un autre pays important prenne explicitement sa défense. C'était le minimum. Je ne sais pas si ça aurait suffi, c'était le minimum. Or, que nous a dit Varoufakis, une fois qu'il s'est mis à parler sur l'expérience, il a dit, avant les réunions de l'Eurogroupe, il y avait Michel Sapin et Moscovici qui venaient le voir en lui tapant dans le dos, en disant « T'as raison, on est avec toi, on te soutient ». Et quand ils étaient à l'Eurogroupe, une fois que Schäuble avait parlé, personne ne bougeait plus. Il a dit c'était tous contre un. Tous contre nous, Grecs. Donc, à tous les niveaux, il y a eu, certes, expression d'une solidarité de la part des progressistes, mais sans commune mesure avec ce qui était nécessaire pour tenter de contrebalancer le rapport des forces extrêmement négatif. Je dis d'ailleurs que, y compris nos amis grecs, ont, je pense, sous-estimé la difficulté de ce rapport des forces. Parce que je me souviens à la télévision avoir entendu Varoufakis dire avant la première réunion de l'Eurogroupe, la zone euro, c'est un château de cartes, si on retire la carte grecque, tout s'effondre. Sous-entendu, je vais venir en tapant sur la table, et puis ils vont céder parce que sinon la zone euro risque d'éclater. L'expérience montre que ce n'est pas le cas. Il n'a pas enlevé la carte. Ça devrait d'ailleurs faire réfléchir ceux qui pensent qu'il suffit de taper sur la table pour que tout le monde... Il n'avait pas de carte. Pardon ? Il n'a pas enlevé la carte et il me dit qu'il n'avait pas de carte. Alors, voilà. Enfin bon, on se comprend. Mais je ne jette pas la pierre à personne, et surtout pas aux Grecs. Mais pour dire, il faut qu'on apprenne tous de l'expérience. Je vais dire un mot dans un petit moment là-dessus. Ensuite, Alban, je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit. Nous avions fait une proposition, et cette proposition est toujours valable, c'est de réunir à Paris des États généraux de la refondation européenne. De quoi s'agissait-il? L'idée était d'inviter à Paris toutes les organisations syndicales représentatives, toutes les grandes associations à but humanitaire sur le plan large, les associations de droits de l'homme, les réseaux citoyens, de lancer une très large invitation en disant « Nous ne nous arrogeons pas le droit de prendre des décisions à la place des gouvernements élus. Nous voulons simplement débattre, avec nos différences, voir s'il y a entre nous différents
3-4 points d'accord pour dire ça, ça ne peut plus durer, et 3-4 points, voilà vers quoi on serait grosso modo convergent pour aller. Pourquoi? L'idée, c'est de stimuler le débat politique, critique et constructif, coopératif entre les peuples, mais critique par rapport à l'Union européenne actuelle, en quelque sorte passer au-dessus même des gouvernements qui verrouillent ou des médias qui verrouillent pour lancer, quelqu'un a dit, il n'y a pas d'espace public européen, hélas, non. Il faut créer des bouts d'espace public, ça c'en est un, par exemple. C'est quand on crée, on a fait la première initiative il y a un mois ou deux mois, à Marseille, le Forum progressiste européen. C'est organisé par le parti de la gauche européenne, mais ça va très au-delà. On avait par exemple nombre de parlementaires travaillistes britanniques proches de Corbyn qui sont venus. C'est une première, en disant on suit avec sympathie ce que vous faites, comptez sur nous, on en parle chez nous, etc. Et il y a des associations qui sont venues, on essaie de créer des bouts d'espace public européen, c'est-à-dire pas forcément tous les pays, mais le plus possible. Il y a des pays qui sont très fermés, d'autres qui sont plus ouverts. En tout cas, il faut favoriser la confrontation d'idées, les convergences, absolument travailler à des convergences réelles, pas fictives, des convergences réelles sur ce qui ne peut plus durer, ce qu'il faudrait changer. Pourquoi? Parce que les rapports de force, ce n'est pas seulement des votes, des choses rigides, c'est aussi les idées. Il y a à un moment donné, c'est Marx qui disait une idée qui s'empare des masses devient une force matérielle. Eh bien oui, ça se sent. Quand la Commission a décidé, par exemple, d'accorder ce que nous avions demandé et qui était complètement refusé jusqu'à la veille, à savoir que sur le CETA, les parlements nationaux auraient leur mot à dire et pas seulement le Parlement européen, il n'y a pas eu le vote pour dire il faut le faire. Mais il y a eu un tel mouvement qu'au bout d'un moment, ils sentent que ça ne passe plus. C'est ce qu'il faut créer dans beaucoup de domaines. C'est pour ça que quand quelqu'un disait, mais est-ce qu'on peut faire une politique de gauche en France et qu'est-ce qu'on va, en quelque sorte, quelles règles on va refuser d'appliquer? Ça dépend. Ça dépend de ce qu'on peut, quelles sont les mesures qu'on peut prendre susceptibles d'être, suivies majoritairement en France et qui parlent à des gens autour qu'on veut gagner. Parce que si on fait quelque chose qui se retourne contre nous parce que les autres ne comprennent pas, estiment que c'est contre eux, on ne va pas y arriver. Donc, il faut vraiment une intelligence politique pour savoir comment on mène notre combat. Quelqu'un a dit, c'est un peu trop court de dire combat, mais j'ai précisé ce que ça voulait dire. Combat idéologique permanent, travailler à des convergences, des rassemblements, savoir qu'il faut s'inscrire dans la durée pour ne pas pas dire, voilà, si dans les 3 mois qui suivent, on n'a pas obtenu ça, c'est qu'on est foutu, on ne peut pas, etc., pour ne pas démobiliser. Quand je dis savoir que c'est un processus long, c'est pour ne pas démobiliser, c'est pas pour ralentir le rythme. Et c'est valable en France. C'est valable en France. À partir du moment où il y a un espoir qui se crée et que ça ne se réalise pas dans les délais prévus, il y a l'effet inverse de démobilisation. C'est ça qu'il faut éviter. Jean-Marie, qu'est-ce que c'était? Ah oui, sur quoi mettre le paquet? Mais ça, c'est pas dans une réunion qu'on décide. C'est l'actualité qui le décide. Qu'est-ce qui a été en quelque sorte qui a fait prendre la mayonnaise en 2005? Il y avait un traité constitutionnel, il fallait dire oui ou non. Le référendum, il fallait dire oui ou non. Donc c'était
on nous l'a offert en quelque sorte, c'était le traité constitutionnel. Ensuite, il faut savoir l'utiliser, ça. Mais on n'a pas inventé, on n'a pas dit, tiens, on va faire une campagne là-dessus. Il y avait ça, on s'en est saisi. Il faut saisir dans l'actualité européenne ce qui peut, à un moment donné, faire sens au-delà du fait lui-même. C'est pour ça que je disais, le CETA, il faut se battre pour rappeler que ça va venir à l'Assemblée nationale et qu'il ne faut pas laisser passer comme une lettre à la poste. Et donc il faut rappeler ce qu'il y a dans le CETA, en quoi c'est terme. Mais il faut en même temps, par ce biais, dire, et c'est à l'image de toute cette Europe libérale qu'on veut changer. Il faut relier le particulier au général. À cet égard, si je disais tout à l'heure, oui, qu'il faut valoriser le fait qu'on ait obtenu l'amende de 13 milliards d'euros à appel, évidemment que c'est loin de ce qu'on veut. Mais pour autant, si on laisse passer ça comme si c'était rien, on se prend à nous-mêmes des atouts, des acquis de notre propre lutte. C'est ça que je dis. Alors je serais pour dire, il est tout à fait inacceptable que l'évasion fiscale continue avec l'accord de l'Union européenne. Il est absolument anormal que cet argent retourne à l'État qui voulait tricher et a en fait triché. Il ne voulait pas, a triché, puisqu'il a en quelque sorte offert à appel de l'argent qui devait revenir à différents pays. C'est très bien de dire ça. Mais il faut ajouter qu'il y a une première défaite qui a été imposée à ces spéculateurs. D'autant que je vous dis, il y a une ribambelle d'autres multinationales derrière. Sinon, ou ça passe inaperçu, c'est le plus probable, ou alors c'est un plus pour la Commission. Ça, c'est très mauvais. Donc, c'est ça la stratégie que je pense juste, à savoir politiser le débat sur l'Europe auprès des gens, comme on l'a fait en 2005, au bon sens du terme, c'est-à-dire donner des informations, des repères, des grilles de lecture, des perspectives à partir des éléments concrets de chaque situation. Ensuite, Gilles, très très juste comme remarque. En 2005, on a gagné et on a perdu. Les Grecs ont gagné, ils ont perdu. Ça, il faut publiquement en tirer les leçons. Pourquoi la France avait gagné, le peuple français avait gagné en 2005 le référendum, et qui n'a pas pu empêcher qu'on lui vole cette victoire? Pour des raisons nationales et européennes. Raison nationale, c'est quand même les Français qui ont élu Sarkozy, qui avait annoncé qu'il ferait un mini-traité, comme il disait, qui est en fait un maxi-traité libéral, le mini-traité qu'il ferait ratifier par l'Assemblée nationale. Ça a été dit. Donc, ça, c'est pas Bruxelles qui l'a imposé, c'est Sarkozy qui l'a mis sur la table, et une majorité de Français a voté pour ce bonhomme pour qu'il soit président de la République. Donc, ça veut dire que la bataille, une fois qu'on a gagné quelque chose, il faut maintenir, continuer la bataille. Pour ça que je dis, quand je dis un combat, c'est pas abstrait. Hein. Ça veut dire que aucun acquis n'est permanent, n'est durable si on ne l'entretient pas. La suite logique de cette formidable bataille et de cette magnifique victoire de 2005 aurait dû être la défaite de Sarkozy, ne serait-ce que sur cette idée-là. Bon. Et pour la Grèce, à mon avis, la réflexion à en tirer pour nous tous, c'est que il ne faut pas sous-estimer les rapports de force à vaincre. Sinon, on est en deçà des exigences du combat. Voilà pourquoi, d'ailleurs, je dis,
imaginer que le futur président de la République française, il suffit qu'il rencontre ses homologues pour taper sur la table, ça n'est pas vrai que ça peut conduire à transformer l'Europe telle qu'on le voudrait. Il n'y a pas que le problème de la Grèce. Le problème de la Grèce, il a été très cruellement écrasé parce que le rapport des forces était particulièrement inégal. Ça ne serait pas exactement la même chose pour la France, mais la France, si on veut refonder l'Europe, demande beaucoup plus que ce que demandaient les Grecs. Les Grecs demandaient l'arrêt de la Troïka et la fin de l'humiliation, c'est-à-dire le fait que les hommes en noir viennent prendre des décisions à la place des élus grecs. Mais nous, ce qu'on demande, c'est quand même un changement radical de logique européenne. Et ce serait un pays fondateur qui le demanderait. Donc, le combat doit être d'autant plus de haut niveau que l'enjeu est important. Je pense que c'est la leçon entière. Enfin, sur la Palestine, si j'ai bien compris, Lionel, sur la Palestine. L'Union européenne sur la Palestine avait été à l'avant-garde en 1980 et depuis, elle est de plus en plus lâche. En 80, c'était l'Union européenne qui, avant tout le monde, avant les États-Unis, avant tout le monde, c'est au sommet européen de Venise, avait reconnu l'exigence du respect des droits fondamentaux du peuple palestinien, y compris l'autodétermination, etc., etc. À l'époque, notamment la France était un peu à l'avant-garde. Maintenant, l'Europe se couche complètement devant l'État d'Israël, quel qu'il soit, quel que soit le gouvernement. Et notre président n'est pas le dernier, en l'occurrence, puisqu'il a déjà invité 2 fois, en si peu de temps, 2 fois Netanyahou, et même dans les pires conditions, puisqu'il avait accepté, il avait valorisé, validé cette thèse scandaleuse de faire de Netanyahou le représentant de tous les juifs du monde, puisqu'il l'a invité pour la commémoration de la rafle du Veldiv. Ça n'a rien à voir avec l'État d'Israël, c'est 2 choses différentes. Donc, aujourd'hui, le soutien au peuple palestinien passe par les sociétés civiles, par les mouvements, par la FIDH et beaucoup d'autres organisations. Et je pense que l'opinion publique française serait d'accord pour aller beaucoup, beaucoup plus loin dans la dénonciation de l'occupation et de la colonisation que ne le font tous les gouvernements qui se sont succédés dans la dernière période. Longtemps, on disait il faut faire avec les États-Unis, ils ont créé, comment ça s'appelait, le quartet États-Unis, Russie, Union européenne et ONU. Comme si on pouvait mettre d'ailleurs 3 pays et l'ONU sur le même plan. Ça n'a pas de sens, mais bon. Maintenant, les États-Unis sont complètement dans le camp d'Israël, sans nuance. Ils font même cette provocation avec Jérusalem capitale. Donc, il n'y a pas de demi-mesure à faire. Il faut s'opposer à ça, au nom du droit international, pas au nom du refus d'Israël, ou je ne sais pas quoi. Au nom du droit international, simplement faire respecter les résolutions du Conseil de sécurité comme on le fait pour n'importe quel pays au monde, pas plus, pas moins. Et je pense que plus les années passent sans un espoir de solution, plus le désespoir s'installe dans la société palestinienne et plus c'est difficile de remobiliser dans une optique constructive les jeunes générations. Il y a
une impasse très préoccupante actuellement en Palestine. Et du côté d'Israël, il n'y a, hélas, pour le moment, aucun espoir tangible de trouver un partenaire pour la paix. C'est un scandale inouï que Trump dise « je vais couper l'aide à l'UNRWA, c'est-à-dire l'organisme de l'ONU créé spécialement en 48 pour suppléer Israël, qui normalement, comme puissance occupante, doit s'occuper des réfugiés. Et comme ils ne le faisaient pas, ils ont créé les camps de réfugiés payés par les États membres de l'ONU, et donc les États-Unis versent, c'est le pays le plus riche, versent, je crois, 385 millions de dollars par an. Et Trump vient de dire, si les Palestiniens n'acceptent pas enfin de venir négocier la paix avec Israël, je leur coupe les 385 milliards qu'on verse pour l'entretien des réfugiés. C'est d'une grossièreté monumentale. Je n'ai pas entendu, si vous avez entendu, corrigez-moi, je n'ai pas entendu une déclaration de protestation de l'Union européenne. Je n'ai rien entendu, rien vu. Alors que c'est d'une grande énormité. Donc là, il ne faut pas compter sur l'Union européenne, comptons sur les forces très diverses, les forces vives qui sont d'accord pour la reconnaissance des droits fondamentaux du peuple palestinien sur la base des résolutions de l'ONU, notamment 242, c'est-à-dire l'État et avec Jérusalem-Est comme capitale. Voilà, bah écoutez, moi je crois qu'on va ressortir de cette soirée plus intelligente, donc on est content. Deux autres infos, donc je vous rappelle la prochaine séance mardi 6 février, c'est le premier mardi du mois, le jeudi du Grand sur 32 voix sur l'enfant. Tel est notre état d'urgence, assigné à résistance. Tel est notre état d'urgence, assigné à résistance. Tel est notre état d'urgence. Et qui va là, le jeune loup, l'enfant prodigue des grands banquiers. Son costume est trop cher, très cher, pour un fils d'ouvrière illettrée. Faites place au premier sinistre, adepte du passage en force, coq fier qui entre sur la piste, qu'il aime tant bomber le torse. Démocratie, au revoir. Démocratie, passe ton tour. Pour toi, nos ancêtres sont morts. Pour toi, nous nous battrons toujours. Assigné à résistance, tel est notre état d'urgence. Assigné à résistance, tel est notre état d'urgence.